Depuis plusieurs décennies, les villes africaines connaissent une transformation rapide. Les modèles d'urbanisme qui façonnent aujourd'hui nos capitales et nos quartiers sont en grande partie hérités de visions modernes venues d'ailleurs, souvent pensées sans tenir pleinement compte des réalités culturelles, climatiques et sociales de Kama. Routes, immeubles, matériaux de construction, organisation des espaces de vie, l'urbanisme contemporain redessine profondément notre rapport à la terre, à l'habitat et même à la communauté. Pourtant, dans les civilisations africaines anciennes, l'organisation de l'espace n'était jamais un simple choix technique. Elle répondait à une logique globale où l'architecture, l'environnement, la spiritualité et la vie collective formaient un équilibre. Aujourd'hui, la question se pose donc avec acuité. Les modèles urbains actuels correspondent-ils réellement aux besoins et aux identités des sociétés chez des Camars? Et surtout, existe-t-il des alternatives capables de réconcilier modernité, écologie et savoirs ancestraux? Pour en parler, Nyamsi Yomba reçoit ce matin le frère Ngoumenich. Il est architecte de formation, éco-entrepreneur et spécialiste de la transformation des matériaux biosourcés. À travers son expérience, il nous aidera à comprendre comment l'urbanisme contemporain influence nos sociétés et quelles pistes peuvent permettre de repenser nos villes à partir de nos propres réalités. Il arrive dans ce studio pour la première fois et chez nous à Kama, lorsque quelqu'un arrive chez vous pour la toute première fois, vous l'accueillez d'emblée soit avec un verre d'eau, soit avec un verre de Dontol ou même un verre de Matango. C'est pourquoi je vais demander donc à la régie de lui offrir un verre de Matango et je le présente juste derrière afin d'entrer dans le vif du sujet de cette thématique. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 5 au 15 mai 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Retour sur le plateau, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision, comme d'habitude, et vous suivez votre émission Sagesse Kamit. Et ce matin, je reçois le frère Ngoumeni de l'association Retour aux Sources. Il a été le président du comité d'organisation du Nouvel An Kamit, organisé justement par cette association l'année dernière. Après avoir consommé ce verre de Matango, justement, c'est avec beaucoup de plaisir que je le reçois et que je l'accueille pour la toute première fois dans ce studio ce matin. Alors frère Ngoumeni Otep, et bienvenue, comment ça va? Triple Otep Franyamsi, ça va assez bien. Gratitude pour l'honneur que vous nous faites à notre association de pouvoir investir ce plateau afin de partager le peu que nous avons comme connaissances relatives aux questions liées à l'Afrique. D'accord. Je suis très heureux de te recevoir pour la toute première fois et ça ne sera pas la dernière, j'ose croire. Ça sera un plaisir renouvelé. D'accord. C'est quoi un architecte de formation ou alors c'est quoi un éco-entrepreneur? Bon, la première chose qu'il faut souligner, c'est que ce thème est en fait un peu vague parce que les connotations se découlent un peu de nos réalités africaines. Maintenant, s'il faut rester dans le thème principal, quand on parle d'éco-entrepreneur, c'est quelqu'un qui met sur pied des projets, qui développe des solutions pour répondre aux besoins et tient compte d'un aspect purement écologique. Écologique, ça veut dire qu'il fait au maximum des efforts dans sa démarche, dans son processus de recherche,
de pouvoir offrir des solutions qui tiennent compte de nos réalités, sans toutefois créer un certain déséquilibre profond de l'environnement auquel il appartient. Donc, principalement, s'il faut le dire de manière terre à terre, l'éco-entrepreneur, c'est celui-là qui offre des solutions innovantes, assez ingénieuses pour les populations, tout en respectant, en tenant compte de son environnement, de la nature, du milieu dans lequel il exerce et effectue cette recherche ou bien ce développement. D'accord. Alors, comment va l'association Retour aux sources? Comment va son président et ses différents membres? L'association Retour aux sources va très bien. Très bien dans quelle mesure? Dans la mesure où, par la force des ancêtres, le combat que nous avons choisi mener pour la libération du peuple noir de par le monde entier est sur de bonnes voies. Par la collaboration que nous sommes en train de mettre sur pied via plusieurs autres associations. Et les membres en eux-mêmes se portent bien, sont toujours dans un processus de recherche, un processus de pouvoir mettre sur pied, mettre au jour des choses assez importantes et intéressantes qui peuvent permettre, tant au niveau de notre laboratoire de recherche de retour aux sources, de mettre des solutions innovantes, sortir du discours pour pouvoir proposer des solutions concrètes, pour que l'Afrique que nous souhaitons avoir reprendre sa place assez importante sur l'échiquier mondial, puisse en fait avoir cette notoriété, car l'assise que nous possédons en termes de patrimoine légué par nos pères et nos mères est assez intéressant et est une raison suffisante pour pouvoir être la plaque tournante dans l'échiquier mondial. Donc, retour aux sources de manière globale et spécifique en même temps est toujours dans ces mêmes dynamiques de recherche, ces dynamiques de mettre sur pied des ponts entre différentes associations, entre différents organismes pour pouvoir fédérer le plus de personnes possible ayant cette volonté manifeste de pouvoir porter quelque chose d'assez intéressant pour nos communautés. Et son président, naturellement, Sa Majesté Méangami, Eyeka, se porte bien, la Reine-Mère et également tous les différents notables de l'association se portent très bien. D'accord. L'une des missions de Kemet Télévision, justement, c'est de promouvoir les langues maternelles, contrairement à ce que certains appellent patois. Nous n'avons pas de patois, nous avons plutôt des langues. Alors, tu vas regarder la caméra et même si ce n'est que le bonjour pour ta communauté, tu vas leur dire bonjour ce matin. Ok. Mecha se peu par bas par machi. Mecha se peu par bas par là. Mecha se par penteou ga meket. Tu le fais faire? Non, c'est l'unda anda. Ndanda. Précisément, je suis d'origine Bashingu et Balengu. Balengu par mon père, précisément de Ndiop, et Balengu de par ma mère, précisément de Nkeba. Donc c'était une manière de saluer premièrement mes frères Bashingu et par la suite Balengu et saluer toutes nos différentes communautés qui sont de par le monde entier. D'accord, c'était un petit piège parce que lorsqu'on dit appartenir à une association comme Retour aux sources, la moindre des choses, c'est de savoir parler sa langue maternelle. Et je suis très fier qu'un jeune comme toi connaisse tes origines et c'est très important. Merci. Ok. Entrons donc dans le vif du sujet de cette thématique. Alors, pour commencer, lorsqu'on parle d'urbanisme contemporain, de quoi parle-t-on exactement? Quelles sont les caractéristiques principales de ce modèle d'organisation des villes que l'on observe aujourd'hui un peu partout dans le monde et particulièrement sur le continent africain? De prime abord, ce qu'il faut souligner quand on parle d'urbanisme contemporain, on fait référence à un principe d'organisation, de planification des espaces de vie, pour ne pas dire des villes, hérité ou bien qui a été mis sur pied de manière spécifique au début du XXe siècle et influencé fortement par l'industrialisation, la concentration d'agglomération et la disposition des habitats de manière spécifique en fonction des activités qui sont développées, c'est-à-dire avec des fonctions spécifiques, des zones administratives, des zones industrielles, des zones de logement. Donc, de manière générale, avec une présence assez marquée des voies, ou ne pas dire des voiries et réseaux divers, pour pouvoir permettre
un certain nombre de communautés dans ces espaces-là. Donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir de l'urbanisme contemporain, c'est une manière, c'est une caractéristique des villes planifiées, structurées et organisées, héritées du XXe siècle, qui vise à mettre sur pied un ensemble de services, de fonctionnalités, de manière bien distincte par rapport aux différentes composantes urbaines, en ayant des éléments assez intéressants pour ce qui est des voiries, des réseaux divers, et en s'appuyant surtout sur l'industrialisation de manière générale. D'accord, la première entraînant la deuxième, dans les civilisations anciennes de Kama, justement, l'organisation des villes, des villages et des espaces de vie obéissait-elle à des principes particuliers? Quelle place occupait la nature, la communauté et les valeurs culturelles dans cette manière d'aménager l'espace? Bon, de prime abord, ce qu'il faut souligner, c'est que la conception, ou du moins l'observation que nous avons de l'habitat et de nos différents habitats à l'Afrique était très très poussée, très organisée et très structurée. Qu'on parle des villes de Meroé, qui a un caractère religieux, politique, en même temps un aspect assez intéressant pour ce qui est de son travail ou bien de ses richesses sur le point de l'extraction du fer et sa transformation. On va voir un parallèle en fait à cette ville, et c'est une ville aujourd'hui industrielle. Maintenant, quand on va parler peut-être de Djenné, on va percevoir des mêmes principes, des mêmes fonctions de manière générale, mieux structurées autour d'un ensemble d'éléments, peut-être un édifice religieux, peut-être un palais, peut-être un ensemble d'activités. Maintenant, on va faire la même projection un peu de partout en Afrique. On va voir qu'il y a, que ce soit à Zanzibar, le grand Zanzibar, que ce soit dans la ville de Mvouté, à l'actuel Cameroun, parce qu'il existait une très grande ville dans la ville de Mvouté. Et quand on parle également des villes comme Kano, nous sommes dans le même principe. Koumassi, au Ghana, même principe. Et on va se rendre compte qu'il y a un ensemble. Même chez les Dogons au Mali. Exactement, chez les Dogons du Mali. On va se rendre compte qu'il y a un ensemble, on pourra citer tellement, qui ont été assez importantes et qui sont restées des plaques tournantes phares de l'économie, de la politique, de la religion, ou pour ne pas dire de la spiritualité, pendant des siècles. Pas pendant des décennies, pendant des siècles. Avec des modèles et des réponses architecturales. Des millénaires même. Des millénaires qui répondaient de manière profonde aux exigences, aux besoins et aux réalités endogènes des communautés qui vivaient dans ces espaces. Donc, s'il faut revenir de manière détaillée sur ces différentes villes que nous avons dans l'Afrique ancienne, des civilisations anciennes de Kama, on va se rendre compte qu'elles étaient structurées, bâties en fonction de leur écosystème, pour ne pas dire de leur environnement, de leurs ressources disponibles. Il était des plaques importantes, que ce soit politiques, économiques, spirituelles, socio-culturelles et autres. Maintenant, j'aimerais développer un parallèle concernant toujours la même lancée concernant nos habitats. Parce que là, je ne vais pas parler de ville, je vais parler d'habitat. Et je vais prendre pour référence les différents habitats que nous avons déjà au Cameroun. Quand on observe les villages, ou du moins les communautés Rasfield, pour ne pas dire Binam, on va se rendre compte que l'organisation sociale de l'espace est faite de manière stratégique. S'organise autour d'une cour centrale, des habitats si c'est pour la concession, parce qu'on ne parle pas de maison individuelle, on parle de concession. Concession, effectivement. Et quand on regarde cette observation, on se rend compte qu'il y a un ensemble de bâtis qui gravitent autour d'une cour centrale, la case du père, l'espace arrière qui est soit une plantation de raffia, ou en fait un caveau familial, et la case du premier fils qui est soit à l'entrée. Voilà, de manière basique. Maintenant, si on fait le parallèle avec les constructions qui se font au niveau des peuples mousgoum, des peuples du Nord Cameroun, et précisément l'habitation mousgoum, on va se rendre compte que ce même principe revient. Cour centrale, disposition du grenier central, disposition de la case des hommes, des femmes, avec intégration spécifique des animaux, de la volaille dans le principe bâti, sans oublier le potager. Ce même principe fait une référence directe, crée un lien direct avec celle qu'on observe au Cameroun. Qu'on aille à Kano, qu'on aille à Djenné, c'est le même principe.
Maintenant, ce qui est fascinant et assez intéressant dans cette logique, c'est que quand on observe par vol d'oiseaux ces différents habitats, ces différentes organisations sociétales africaines, de Kama pour être bien précis, on se rend compte que elle est la représentation parfaite de la fractale. La Très fractale, bien. C'est là où qui j'allais en est- venir, justement. la fractale qui est une expression, peut-être, on va aller sur le premier plan, géométrique, d'une forme à des dimensions variées et différentes. Quand on observe la concession en Pays-Bas Mileke, pour ne pas dire Binam ou Bamoun, on va se rendre compte que cette configuration sociétale est comme une cellule au milieu de plusieurs solines qui plusieurs mises ensemble forment un quartier, qui plusieurs mises ensemble forment un village et plusieurs mises ensemble forment un groupement. Et on va se rendre compte que c'est le même principe disséminé un peu de partout en La Afrique. répétition du La même répétition motif. du même motif à des échelles différentes. Et c'est quelque chose de très fondamental pour ce qui est de l'espace ou bien de l'organisation de l'espace en Afrique. Et très pertinent dans la mesure où quand on regarde les arbres, la nature, le vivant, les matériaux, tout est basé en fait sur ce même élément qui est la fractale. Et quand on fait le parallèle avec tout ce qui a été fait à Kemet, pour être précis, ou à Moréo, on se rend compte que ces mêmes prépositions, pyramide, croissance, réduction de l'échelle, sont toujours mises en avant, variées. Et c'est quelque chose de très fort, de très significatif. Et on ne va pas aller pour le moment dans les matériaux qui les constituent, ou bien le principe de construction, mais c'est assez intéressant et assez parlant. Et constitue en fait une preuve tangible que nous n'avons pas des architectures vernaculaires comme on veut nous faire croire, mais nous avons des systèmes sophistiqués qui vont au-delà, qui tutoient en fait les sommets de l'architecture et qui mettent au second plan tout ce qui a été dit comme discours d'écologie. C'est ce que j'aimerais souligner sur ces aspects. C'est très important. Je suis davantage fasciné par les constructions, à la fois chez les Mousgoum au nord et même chez les Grassfield. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, il y avait une organisation à partir même de la façon géométrique de construire la concession, pas la maison, parce que la maison n'appartenait pas à un individu, c'était la concession. Ceux même qui étaient des polygames, il y avait la chambre de la première femme, celle de la deuxième femme, la cuisine et le grenier de la première femme, ceux de la deuxième femme, et puis il y avait un grenier central, il y avait la chambre du premier fils. C'était tellement organisé. Et puis il tenait compte justement de l'environnement. Par exemple, on tenait compte du lever du soleil. À partir de là, on pouvait mettre la porte centrale, mais c'était tellement beau. Exactement. Très magnifique. Sans oublier les pratiques et les savoirs spécifiques qui permettaient d'implémenter ces bâtiments. Parce qu'on ne se levait pas, on commençait à construire, bâtir n'importe où. On tenait compte de tous ces différents aspects de l'environnement premièrement, sa géographie physique, le climat surtout, et les ressources disponibles et les savoir-faire endogènes. En fait, c'était un langage, une symbiose entre communauté, nature et divinité. Exactement. Alors aujourd'hui, beaucoup de villes africaines se développent selon des modèles hérités de la période coloniale ou inspirés même de l'Occident. Comment ces modèles d'urbanisme se sont-ils progressivement imposés dans les sociétés de Kama? Tellement on construit mal aujourd'hui que parfois le soir, tu as chaud, tu ne comprends pas pourquoi tu as chaud. Or, les constructions dans les différentes villes dont tu as cité tantôt étaient faites de façon qu'il y avait une certaine régulation à la fois de la chaleur et des périodes qui étaient très froides. Alors, comment ces modèles d'urbanisme se sont-ils progressivement imposés dans les sociétés de Kama, notamment le modèle issu de la colonisation et puis de l'Occident aujourd'hui? Bon, déjà, c'est assez intéressant comme question, très intéressante. Maintenant, avant d'aller dans la profondeur de cette question, je vais faire un détail précis. D'accord. Ce qui est observé, c'est que en zone tropicale, les habitations ne sont pas trop densifiées. En zone tropicale. Tropicale. Si vous regardez bien les habitats dans les zones comme la zone Fangbeti, on va se rendre compte que c'est dispersé. C'est pas hyper densifié à un endroit précis. Quand la densification avec les pluviométries
Et tous ces différents paramètres-là peuvent créer Un incident. des problèmes relatifs aux inondations, par exemple. Il y en a tellement, mais je voulais, puisque c'est pas le centre, l'élément principal de la question, je préfère de parler plus loin. Et maintenant, vous allez vous rendre compte quand vous obtenez Djenné, les villes où il fait hyper chaud, les constructions sont rassemblées, densifiées. On va avoir le même principe à Alexandrie, ville africaine, de Kama qu'il faut bien préciser, avec une excellente bibliothèque. Donc il y en a tellement d'éléments, mais je m'aurais d'abord spécifié ça, la raison pour laquelle avant c'était comme ça. C'est vrai que la population aujourd'hui n'est pas la même. L'Afrique aujourd'hui représente tant vers 800 millions de personnes dans les villes d'ici 2030. Donc pratiquement le double de celle actuelle aujourd'hui dans ces différentes villes et métropoles. Et maintenant, concernant le problème que nous avons aujourd'hui par rapport à nos villes actuelles, à les états que nous avons actuellement dans nos villes, est dû au fait qu'il faut interroger l'histoire pour ce qui est de du procédé qui a fait en sorte que nous nous retrouvons dans cet état. Premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est que les villes que nous avons héritées est le produit de la colonisation. Et qui dit colonisation parle d'administration, soit directe ou indirecte, comme c'était le cas au Cameroun avec les Britanniques et les Français. Et par la suite, on va observer l'élément important qui est la captation des ressources naturelles, des matières premières. La ville, dans sa planification, il y en a d'autres éléments, mais la ville, dans sa planification de manière spécifique, ne visait pas à développer des espaces de vie assez intéressants pour pouvoir permettre aux différents usagers de pouvoir être à l'aise et avoir une certaine symbiose. Maintenant, quand ils sont dans ce principe de pouvoir capter les ressources en fonction des zones stratégiques, des espaces qui donnent sur des embouchures ou bien sur des côtes maritimes ou des intérieurs, des hinterlands spécifiques, ils positionnaient des villes où ils pouvaient soit diriger les communautés locales, pour ne pas dire indigènes entre parenthèses, et en même temps, ils développaient des pôles d'administration pour pouvoir administrer les peuples qui y vivaient, et par la suite créer des ports, parce que c'était l'un des éléments importants, créer des voies de communication comme les chemins de fer pour pouvoir acheminer les matériaux. Donc, je voulais tantôt dire que c'était un élément assez important, assez intéressant. Et maintenant, dans cette même logique, on va se rendre compte que ces différents points étaient choisis de manière stratégique. Maintenant, le problème qui se pose même en réalité sur un autre aspect, c'est dû au fait que quand on a une observation profonde de ce qui se passe, dans nos villes, c'est que quand ils arrivent, ils mettent sur pied une sorte de ségrégation. Ils créent des quartiers pour les colons avec un ensemble d'équipements qui fonctionne puisque c'est un modèle d'urbanisation importé. Justement. Donc, ils respectent au minimum ce qu'il faut pour leurs espaces de vie à eux. Maintenant, les espaces où ils vont parquer les populations indigènes, pour ne pas dire locales, ils ne vont pas en fait respecter ces différents éléments. Ce qui va créer une sorte de bidonville, d'entassement, de manque de ressources ou bien d'éléments nécessaires pour la vie et créer toute une sorte d'instabilité parce qu'on va observer là qu'il n'y a pas l'adduction en eau. Il n'y a pas une gestion des déchets assez importante comme de leur côté. Et il y a une sorte de ségrégation raciale. Des zones où on ne peut pas coexister, on ne peut pas avoir un brassage de culture, une communion en fait entre les deux points. Donc quand on fait cette même observation là, on se rend compte que c'est assez intéressant parce que si aujourd'hui nos villes sont comme elles sont, c'est parce qu'on a hérité de ce système qui n'est même pas en fait une matérialisation exemplaire de ce qui est en fait planifié chez eux. Parce que c'est vrai que ça a toujours des problèmes, des limites, mais ce n'est pas avec une certaine rigueur, c'est avec beaucoup de légèreté qu'on a importé ces plans ici, sans tenir compte des réalités, sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte des us et coutumes ou bien de la manière de vivre des populations. Et on a surtout créé une sorte de ségrégation qui visait non seulement à administrer les populations riveraines et surtout à pouvoir capter le plus possible les ressources nécessaires pour leurs différentes industries en Occident et partout ailleurs. Quel est le travail que Retour aux sources fait, notamment dans
la sensibilisation de ceux qui, tout autour de nous, font des constructions en imitant justement le modèle occidental. Quel est le travail que Retour aux sources fait, peut-être sur le plan de la sensibilisation et même de l'éducation, pour qu'enfin on commence à copier de nouveau le modèle qui a été le nôtre dans l'Afrique antique et qui permettait un certain épanouissement de toute la communauté. Excellente question, excellente problématique. Posée par cette... Vu que la problématique est assez intéressante, Retour aux sources, premièrement, c'est un laboratoire. Et la gratitude que nous pouvons encore exprimer, c'est que nous avons au sein de cette association des jeunes assez dynamiques, au profil varié et très pertinents dans leur approche d'observer et de gestion des questions liées à l'Afrique. D'accord. Maintenant, concernant l'approche que nous avons à Retour aux sources et ce que nous développons dans l'optique de pouvoir mettre sur pied des solutions importantes et surtout sensibiliser, Retour aux sources premièrement fait dans la recherche. Le but de cette recherche, c'est de mettre sur pied des solutions innovantes qui s'appuient sur nos savoirs endogènes. Et surtout, c'est après avoir en fait élaboré de manière spécifique ces solutions-là que nous pourrons faire une certaine sensibilisation. Toutefois, déjà, le fait d'être ici présent à Kemet TV est un moyen pour Retour aux sources de pouvoir sensibiliser les uns et les autres afin de comprendre la nécessité de pouvoir contextualiser notre architecture propre à nos réalités, propre à nos besoins, propre à nos manières, propre à notre culture en fait, s'il faut le dire terre à terre. Donc, Kemet TV est déjà une plateforme qui nous permet d'exprimer cette idéologie qui est d'urgence. C'est vrai que nous avons d'autres plateformes numériques où nous communiquons. Et vu que chaque membre de tous est en même temps appelé à être un entrepreneur, Justement. quelqu'un qui apporte quelque chose d'assez important pour sa communauté, il y a plusieurs bureaux et entreprises au sein de Retour aux sources où chacun développe des solutions. Par exemple, Achille Tech Design développe des solutions dans l'optique de pouvoir mettre sur pied des projets qui peuvent correspondre au mieux. Maintenant, il y a une sorte de travail de synergie entre toutes ces différentes entités, ces différents membres de l'association qui développent chacun à son niveau des solutions et on met ensemble ces différentes solutions qu'on reformule, qu'on réadapte en fonction de certaines problématiques afin de les proposer de manière concrète. Sinon, déjà au niveau de nos plateformes et par le biais de Kemet TV, nous avons pour intention de pouvoir communiquer dessus et donner des différentes orientations ou bien informations pour mieux outiller que ce soit les différents propriétés ou bien propriétaires ou en fait on va dire quoi, personnes qui désirent pouvoir établir un espace de vie et surtout sensibiliser nos différents dirigeants et décideurs afin qu'ils puissent tenir compte de ces aspects qui sont ô combien importants pour l'avenir de nos villes. D'accord. À retour aux sources, avez-vous le sentiment que le message que vous transmettez dans le cadre de la sensibilisation et de l'éducation est bien perçu par les uns et les autres? Est-ce qu'il y a un retour plutôt positif? Bon, le retour est déjà assez, pas encore parfaitement positif, mais c'est sur la voie d'être assez intéressante dans la mesure où je vais prendre un exemple particulier. Un membre de Retour aux sources qui a une proche ou une connaissance qui désire se faire construire une maison ou une habitation ou un espace de vie tout simplement, va forcément être une sorte de relais d'information ou bien de haut-parleur ou du moins de communicant de cette vision, qu'il soit architecte, aménageur, ingénieur ou pas, de rappeler, de pouvoir sensibiliser ses connaissances dans son cercle proche ou éloigné, dans ses espaces de vie ou de travail, afin de comprendre ou de tenir compte de la nécessité de pouvoir intégrer ou de tenir compte de certains aspects propres à notre identité, à notre environnement. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, tout le monde est ambassadeur d'une Made in Kama qui ressemble et qui reflète notre identité sur tous les plans. Que ce soit du niveau de l'habitat, des espaces de vie, que ce soit au niveau de la consommation, de l'alimentation. Ce n'est pas le sujet, mais vous dites c'est ça le premier challenge. Il faut que chacun au niveau de lieu où il se trouve, si je me dois me trouver demain à Kinshasa, il faudrait que le discours que je prône
va dans ce sens pour pouvoir sensibiliser les personnes autour de moi à revenir à ces éléments fondamentaux, à déconstruire les stéréotypes, à déconstruire les différents éléments qui ont été placés comme règles ou bien observations générales relatives soit à nos matériaux, pour dire peut-être la brique de terre stabilisée ou la dope, pour ne pas citer celle-là, est sale et pour la construction des pauvres. En fait, c'est ça, retour aux sources. Permettre aux différents membres ou bien sympathisants de pouvoir être outillés sur un ensemble de choses, sur différents domaines, et pouvoir tenir un langage et avoir une réflexion profonde pour résoudre les problèmes de notre environnement immédiat. En tant qu'architecte et éco-entrepreneur, si quelqu'un venait te voir pour un conseil sur le plan architectural de sa concession, volontiers tu lui proposerais un modèle de Kama, exactement comme tu es en train de parler sur le plateau. Bon, déjà, c'est pas une question cool, non? Non, pas du tout. C'est une question qui permet de pouvoir, en fait, qui a un avantage déjà. C'est un honneur de pouvoir répondre ça en direct. Forcément, il y a des potentiels qui aimeraient avoir un espace de vie et ça serait une très bonne chose pour moi. Maintenant, pour la première chose qu'il faut souligner, je suis architecte stagiaire, diplômé d'architecture. Au Cameroun, on en a un autre, l'Ordre national des architectes, qui sont les principaux intervenants dans la construction des espaces de vie. Maintenant, il est possible, en tant qu'aspirant à cette profession de manière profonde, puisque je suis encore stagiaire, de pouvoir proposer des solutions. Nous avons déjà commencé un projet avec certains particuliers privés dans l'optique de pouvoir, parce que s'il faut réinventer l'architecture ou bien l'habitat, il ne faut pas se limiter au symbolisme, il ne faut pas se limiter aux formes. C'est ce qu'il faut faire, mais il ne faudrait pas se limiter. L'une des principales choses à faire, c'est la composition des espaces. Là, c'est de manière plus technique. S'il faut parler d'architecture à l'Afrique, il faut interroger nos habitudes, nos manières de vivre, nos manières de fonctionner, et ce qui fait partie intégrante de notre habitation. Il faut interroger l'espace, la cuisine, le foyer, la disposition du lit qu'on a souvent dans nos sites, dans nos maisons au village, et pouvoir proposer quelque chose qui respecte cette idéologie-là. Parce que nos parents, nos aïeux n'ont pas pensé ces espaces de vie de manière fortuite. Maintenant, nous en tant que jeunes architectes, ce que nous pensons ou bien ce que nous avons comme discours, c'est qu'il faut d'abord à ce niveau contextualiser. Ça veut dire si en face de moi, j'ai un Mousgoum ou un Massa qui veut une construction, il faudrait que j'intègre un certain nombre d'éléments. Est-ce que selon l'habitat ou bien selon les principes d'organisation de l'espace chez les Massa ou les Mousgoum ou chez les Bamileke, la latrine fait partie intégrante ou se trouve à l'intérieur de la maison? Quelle est sa position? Maintenant, comment la disposer? Si nous sommes dans un espace urbain où la pression foncière est assez intéressante, très poussée, où les gens n'ont pas la possibilité d'avoir des surfaces assez intéressantes, comment je recompose? Pour qu'on n'ait pas un modèle où dès qu'on entre dans un sas ou bien dans un vestibule, comme le modèle importé, on a à côté directement les toilettes. Là-bas, ça fonctionne. Mais chez nous, est-ce qu'à l'entrée d'une maison, on devrait avoir les toilettes? C'est pas pour dire ceux qui le font. Mais je dis, il faudrait que les solutions qui sont mises en avant tiennent compte de nos réalités. Et quand on parle souvent de réalité, c'est ce qui est forcément physique. C'est ce qui va au-delà du physique. Parce que nous sommes d'abord spirituels avant d'être dans la matière. Exactement. Donc, s'il faut répondre de manière spécifique, si quelqu'un ou bien une particulier ou bien des organismes souhaitent avoir des espaces de vie ou bien des espaces de travail, à retour aux sources, et les différentes boîtes qui sont à l'intérieur pourront les proposer des modèles d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement assez intéressants qui vont tenir compte de nos réalités africaines et qui vont tenir compte de l'environnement et de l'aspect technique qu'on peut avoir ou bien qu'on peut avoir de manière précise. Parce qu'il ne faudrait pas mettre sur pied des solutions et importer forcément des technologies avec des main-d'œuvre de l'étranger pour pouvoir implémenter ces visions-là. Donc, il est possible de le faire et il est important, avant d'arriver au symbolisme, aux formes, au volume,
il faut déjà contextualiser l'espace, reconfigurer l'espace et faire en sorte que ces espaces correspondent au mieux à nos réalités. Comme parenthèse et pour sortir, vous allez observer que à l'ouest par exemple, chez les Grassfield Binam, pour être précis, on vit le plus à la cuisine, pas au salon. La notion du salon est abstraite. On vit à la cuisine. Et regardez bien la configuration de la cuisine. Regardez bien celle des cases Mousgoum, chez les Massa. Regardez bien que ça soit à Kano. Vous allez voir que... Il y a même des lits à la cuisine. Hein. Exactement. C'est de ce constat que je fais part. C'est pas pour dire qu'on va rentrer totalement à cet endroit. Mm-hmm. Regardez même dans les cuisines des mamans Fang-Betty. La disposition des temps où on met les viandes, des différents aliments rapportés du champ, le feu en dessous. Le grenier. Le grenier. En fait, ça a toute une symbolique. Et cette symbolique-là, il faut la préserver parce qu'elle est porteuse de messages et elle-même en fait de la codification de manière spécifique de nos savoirs et notre vision du monde. En fait, c'est ça le paradigme africain, Kama. Parce qu'il faut en fait interroger ça. Il ne faut pas importer des modèles forcément. Et aujourd'hui, on va nous parler de cuisine américaine. C'est vrai que c'est pas le détail, le sujet. Mais on va se rendre compte que ce n'est qu'une pâle copie de ce qui se fait chez une maman ici à Zouaïtélé, ici à Bameka, ou encore chez nos frères Tika. Parce que le principe est pratiquement le même. Qu'on soit dans notre territoire colonial, encore colonial camerounaise, ou bien ivoirienne, ou bien kenyenne, c'est le même principe. Et lorsqu'on parle de cuisine américaine, on a l'impression que c'est un modèle qui vient d'ailleurs. Pourtant, c'est une copie, c'est un plagiat. Exactement, exactement. Et c'est dommage. D'accord. Poursuivons dans l'émission. Quelles sont les principales conséquences justement de cet urbanisme contemporain sur nos modes de vie, rapport à la terre, à l'habitat, à la communauté et même aux traditions culturelles? L'impact est assez important et on va dire c'est très dommage parce que nous sommes en train de perdre un patrimoine qu'on ne peut pas quantifier. Maintenant, s'il faut faire un rapport de manière spécifique à la terre, s'il faut faire un rapport de manière spécifique à la nature et au niveau socio-culturel, on va se rendre compte qu'il y a un impact très très important. Déjà la ville, comme hérité du modèle occidental, est hyper capitaliste et individualiste. Donc vous savez déjà sur plusieurs aspects. Il y a tellement à dire sur ce sujet j'ai un peu de la peine de parler. Pourquoi? Parce que quand on va observer, on va se rendre compte que la notion de coût que nous avons dans nos différents habitats ou concessions répondent déjà à ces problèmes que la ville à l'état actuel pose. L'arbre à palabre. Le parlement du village. Tous ces différents espaces-là, quand on regarde nos villes aujourd'hui, il n'y a pas ces espaces. Il n'y a pas ces espaces où il y a une sorte de mixité. Parce que les nouveaux concepts nous apportent de la mixité et toutes ces choses, les espaces de conversion, on va dire quoi, de convergence des personnes, des biens pour pouvoir avoir un certain nombre d'équipements qui font en sorte qu'ils sont toujours. Bref, il y a tellement de difficultés, il y a tellement de soucis, tant au niveau de l'étalement urbain anarchique qui ne répond à aucun besoin de manière spécifique. Parce que les gens qui s'installent de manière anarchique, les gens qui vivent de manière anarchique, ces habitations-là n'offrent pas une certaine sécurité. Les gens s'installent partout. On a vu la catastrophe de Ngouaché. Or, si vous interrogez l'histoire, les peuples qui vivaient dans cette zone savaient que c'était un endroit qui n'était pas habité. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand on est dans un espace où on nous impose des villes, on nous structure par ces villes en fonction de nos réalités. Les gens qui sont déjà déracinés, pour ne pas dire qui n'ont pas certaines connaissances ou conscience, vont s'installer partout. Et ça va créer des problèmes. Vous ne pouvez pas aller vous installer où l'eau se jette et vous vous attendez à être dans une quiétude. Et on peut citer autant d'éléments où il y a eu des catastrophes en Afrique et un peu partout dans le monde. Dans la zone de l'Asie, par exemple, avec le Japon et les tsunamis, en réalité, c'était des zones qui n'étaient pas habitables pour l'être humain. Mais comme l'homme a toujours voulu défier cette nature, voilà ce que la nature rend à l'homme.
les tsunamis, les glissements de terrain, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, ce sont des réalités qu'aujourd'hui il faudrait tenir compte pour pouvoir réaxer la chose, repenser, restructurer nos espaces de vie. Et ici, il faut revenir aux questions posées. Il y a la question du foncier qui se pose aujourd'hui, qui est très importante, qui est vraiment le nerf, on va dire le nerf de l'aménagement, parce que les gens s'installent de manière anarchique, ça crée des problèmes, ça crée de plusieurs autres problèmes. Maintenant, s'il faut revenir d'un point de vue technique, on va observer que les villes héritées de la colonisation ne répondent pas premièrement à nos besoins. Sur le plan de la nature, on a une destruction, on s'installe partout, on ne tient pas compte de certains lieux. Or, avant, il y avait une certaine harmonie entre l'espace bâti et l'espace non bâti. Surtout que nous vivons même plus dans les espaces ouverts. On n'avait pas nécessairement besoin d'avoir des espaces hyper concentrés partout et identiques. Parce que quand on regarde une ville aujourd'hui, ou bien certains endroits de Lagos, il n'y a pas une différence avec certains endroits au Mexique, à Mexico ou à Paris. On a du vitrage, du béton qui ressort de partout, sans connotation, sans langage, sans détail qui donne une information spécifique du lieu où on se trouve. C'est une réalité. C'est idem pour les villes qu'on retrouve encore en Asie. Par exemple, si on parle de Tokyo, quelle est la différence entre Tokyo et Washington ou bien de Dubaï? Il n'y a pas une véritable différence. C'est vrai que c'est un bâtiment, on a essayé de faire... bref, c'est Le assez... relief même nous renseignait déjà sur si nous pouvons bâtir ou si nous ne pouvons pas bâtir, si l'espace est propice justement pour mettre des concessions ou pas. C'est pourquoi rarement dans nos sociétés africaines, on a entendu parler des tsunamis, on a entendu parler des glissements de terrain, on a même entendu parler des concessions qui s'écroulent. Ça n'a du tout pas été évident à cette époque-là parce qu'on respectait la géographie, on respectait le relief. Le climat. Et même le climat. Ça c'est vrai, ça c'est assez intéressant de le dire parce que c'est une réalité dans la mesure où tous ces différents espaces investis par l'homme avant, principalement à Kama, tenaient compte de tous ces différents aspects. Et aujourd'hui on ne tient plus compte et même les voies ceux qui sont réalisés ne sont pas bien faites. Je ne parle pas forcément de construction, je parle même d'aménagement. On va faire un cas d'étude. Prenons une ville de Mokolo, une rue de Mokolo, ici à Yaoundé. Vous voyez des enfants qui jouent au ballon, au football, sur la roue. En même temps, il y a des voitures, des camions qui passent pour aller soit au marché, soit transiter pour aller dans d'autres secteurs de la ville. Et ça pose un problème. Le véhicule qui roule peut heurter les enfants ou du moins écraser le ballon de foot. Maintenant, on va se rendre compte que s'il faut résoudre le problème, certaines personnes diront que la route est exclusivement pour circuler. Mais là, ça ne tient pas compte de certaines réalités. Et on va se rendre compte que quand on observe cette route-là, de part et d'autre de cette route, il y a des habitations où les gens vivent et développent des activités. À 1 mètre de la route. Exactement. C'est-à-dire la porte centrale d'une maison est à 1 mètre de la route. Exactement. C'est vrai qu'il y a des normes d'urbanisme pour ce cas spécifique qui permettent de réglementer ça. Mais maintenant, quand on n'a pas un certain suivi, une certaine organisation, ça crée tout ce que ça peut créer. Et l'incivisme aussi des populations, dû à leur ignorance, des problèmes qu'ils posent avec ces différentes manières de voir ou bien d'organiser les espaces. Toutefois, si on revient à la situation, on va se rendre compte que, hormis des enfants qui jouent sur la route, il y a des activités commerciales qui sont développées. Il y a des tournes d'eau. En même temps, cette route sert souvent d'espace de réunion, de deuil, de cérémonies de baptême, par exemple. C'est une réalité. Mais maintenant, s'il faut donc penser les rues ou les voies de communication en Afrique, ou bien les rues secondaires, est-ce qu'il ne faut pas intégrer la maman qui braise de maïs dans le processus d'aménagement? Est-ce qu'il ne faut pas intégrer des gens qui vendent sur les étalages au sol? C'est vendu à la sauvette là. C'est vendu à la sauvette. On va même observer un principe. Il y a des gens ambulants qui vendent, qui proposent de l'eau et autres, qui se faufilent entre les voitures. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Et forcément, sur plusieurs Camerounais ou bien sur plusieurs personnes qui vont dans un marché, tous n'entrent pas dans le marché. Tous préfèrent acheter en bord de route. Il faut donc interroger les habitudes. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens vivent comme ça? Et proposer des solutions qui vont dans ce sens. Et solutions durables. Sans forcément vouloir totalement importer un modèle
sans tenir compte des réalités. C'est pour ça que les nouveaux marchés ou les nouveaux équipements urbains que nous allons mettre sur pied sans tenir compte de ces aspects-là vont toujours poser problème. Et les gens seront toujours en bordure des routes et les enfants vont toujours jouer sur les routes. Donc il faut créer des aménagements. À défaut de laisser les enfants jouer sur la route, il faut créer des aménagements spécifiques. Or, les villes à l'état actuel en Afrique ne répondent pas à ces questions. On ne va pas parler de salubrité, on ne va pas parler de proximité, on ne va pas parler de ressources ou bien d'énergie. Parce que quand on parlait d'individualisme, on va se rendre compte que les villes aujourd'hui, dans les villes que nous avons héritées, sur ce plan d'individualisme-là, on va se rendre compte que les ressources, que ce soit au niveau de l'adduction en eau, c'est pas assez structuré. Or, avant, il y avait un principe de bonne fontaine, où la communauté pouvait se rendre pour pouvoir avoir. Et tous ces différents éléments-là créent quelque chose de particulier. Si on va dans le Sahel camerounais, on va se rendre compte, dans certains endroits, on va poser des grands pots d'argile, on va mettre de l'eau, où les gens pourront se retrouver de temps en temps, prendre quelque chose de... Vous voyez que là, c'est factuel. C'est par rapport à leur manière de penser et de vivre. C'est par rapport à leur culture. Maintenant, si on arrive dans des villes où il y a c'est assez cosmopolite, comme Douala, ces solutions ou bien cette manière de penser n'est pas la même. Et ça pose une problématique très profonde par rapport à la manière dont nos villes sont structurées. Et l'un des problèmes aussi qui crée toute cette ville, cet étalement urbain, cette concentration, c'est l'exode rural. Mais d'où vient l'exode rural? L'exode rural vient du fait que les villes qu'on va appeler secondaires sont délaissées, ne sont pas assez structurées. Ça veut dire, pour pouvoir désengorger Douala, il faut que Konsamba puisse vivre. Ça, c'est un cas pratique. Il faudrait que Mbalmayo soit une ville assez autonome, Fou et autre, pour que vraiment les jeunes dans cette localité ne trouvent plus besoin d'aller forcément à Yaoundé. Ils quittent plus forcément de soi pour venir à Yaoundé. Mais il faut en fait rendre ces soi-disant villes satellites ou secondaires, d'être dotés d'un ensemble d'équipements qui peuvent leur permettre de vivre et faire en sorte que les gens puissent vivre, travailler et être épanouis. Sans envier ceux qui vivent en ville. Sans vivre vraiment. Donc c'est l'un des problèmes que nous avons. Parce que les grandes villes, tout concentré et après c'est comme s'il n'y a plus rien. Or, ça ne devrait pas être le cas. Et cette hyper concentration là entraîne une consommation assez importante d'énergie et de ressources, qui est aussi un gros problème. Parce que si 3 personnes ou 4 personnes vivent ensemble, font un repas, on dépense moins en termes d'énergie pour faire cette cuisson. On dépense en termes de moins d'énergie pour l'éclairage d'une maison où les gens vivent ensemble. Mais quand 3 personnes vivent dans 3 appartements différents, ce sont des énergies qui sont davantage encore plus consommées. Donc, c'est vrai que ça peut sembler tiré par les cheveux, mais il y a un véritable lien entre ce système d'habitat hérité hyper individualiste et nos problèmes que nous observons, tant au niveau de la consommation d'énergie, tant au niveau de l'insalubrité, de la gestion des déchets, et surtout que pour pouvoir gérer les déchets, il faut être conscient et pouvoir être producteur de ce déchet. Vous ne pouvez pas réellement transformer ou bien recycler quelque chose que vous ne produisez pas. Donc ça veut dire, si des entreprises industrielles viennent s'installer dans nos villes, mettre sur pied des produits avec des emballages spécifiques, je ne veux pas tirer sur quelqu'un, ou bien sur certaines entreprises, il faudrait clairement que ces mêmes entreprises ou bien les organismes qui sont chargés de gérer la ville puissent avoir des espaces où on peut transformer ou recycler ces éléments-là. Or, les villes héritées de la colonisation n'ont pas cette structure. Et même après la colonisation, nous avons essayé d'imiter, sans réellement imiter ce qui se faisait ou ce que nous avons hérité de la colonisation. Et ça crée tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème. D'accord. Parlant d'énergie, venons-en. De plus en plus aujourd'hui, on parle justement des questions environnementales. Dans quelle mesure les formes actuelles d'urbanisme influencent-elles l'équilibre écologique, notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés, la gestion de l'énergie ou encore la relation avec la nature? Excellente question une fois de plus. Premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est que pour ce qui est de la gestion de en fait, le rapport avec la nature, c'est qu'il n'y a pas une certaine conscience ou bien une certaine sensibilisation.
les villes aujourd'hui ne tiennent pas compte réellement, celles héritées de la période coloniale ne tiennent pas réellement compte de ces espaces. Parce que des espaces sont totalement envahis, si on regarde bien. Certains monts ou collines de la ville de Yaoundé, par exemple, étaient autrefois des lieux assez importants pour des rites initiatiques ou des événements culturels assez majeurs. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens qui construisent des habitations tout au flanc de ces montagnes. C'est un problème. Déjà, il n'y a pas un respect. Ces montagnes-là qui étaient des centres d'énergie. Des points telluriques assez importants. C'est toujours des centres d'énergie, des points telluriques. Ça a toujours cette fonction. Mais le problème, c'est que les personnes qui s'investissent à bâtir dans ces espaces ne tiennent pas compte de la réalité. On construit partout. Dans les marécages, on ne tient pas compte de ces différents éléments. Et vous savez qu'en Afrique, la divinité est partout, pour ne pas dire les Nétérous sont partout. Et investir un lieu sans tenir compte de ça, ça cause un problème. Ça cause, pas forcément un problème, mais ça cause des conséquences. Il faut s'arrêter à ce niveau. Et à ce niveau-là, on va se rendre compte qu'il n'y a pas cette relation n'est plus solide. Elle n'est plus vraiment respectueuse vis-à-vis de l'environnement dans lequel on est, de la nature. Le principe de la forêt sacrée, du bois sacré, est une forme de conservation de la nature dans nos habitats africains. Aujourd'hui, il n'y a pas ça, il n'y a pas de jardin. On ne va pas se retrouver, même les peu de jardins que nous avons encore dans les villes de Douala sont investis par des boutiques, des commerces, ou bien des places où on va venir vendre de l'alcool, ou je ne sais pas trop quoi. Et ça pose problème, parce que même s'il fallait rester avec, ou bien dire, bon, voilà ce qu'on a hérité, voilà ce qui est existant, est-ce qu'on respecte de peu de ces espaces? Est-ce que ce qui est appelé parcs sont vraiment respectés, entretenus ou bien? Donc déjà, on n'a pas pu réellement calquer ce qu'ils nous ont imposé. Deuxièmement, ce qu'ils nous imposent ne répondent pas à nos réalités et ne tiennent pas compte de certains éléments importants. Maintenant, on va finir par le matériau. Maintenant, au niveau de l'énergie, pour ce qui est de l'énergie, c'est assez problématique. Les constructions ne tiennent plus compte de certains éléments importants d'orientation. Parce que tout, ce qui fait en principe l'architecture, il y a beaucoup plus l'ombre et la notion d'ombre et de lumière, de ventilation et d'éclairage, s'il faut dire ça comme ça. Maintenant, les habitations d'aujourd'hui, est-ce qu'on tient compte de l'orientation du bâti? Est-ce qu'on tient compte de l'éclairage? On ne tient plus compte réellement de ça. Et la densification des habitats sans forme d'organisation spatiale fait en sorte qu'on se retrouve à ce niveau. Maintenant, s'il faut parler comment on appelle, des matériaux, la réalité est que les matériaux importés, ou du moins les matériaux que nous utilisons le plus couramment aujourd'hui, est un produit industriel d'une politique capitaliste. Voilà. Qui vise à faire en sorte que nous puissions ne pas utiliser les ressources disponibles, mais plutôt consommer ce que nous produit pour pouvoir nous mettre dans des situations où nous serons définitivement malades, stressés, bipolaires. D'autres ont même parlé des moments sur les réseaux de la dépression. L'habitat aussi, les habitations créent la dépression. La dépression, ça peut être une maison dans laquelle vous ne pouvez pas à 6 heures voir la lumière du soleil entre chauffons. C'est un problème. Il n'y a pas ce modèle ou ces réalités dans les constructions de nos villages. Ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas. Donc, ces matériaux utilisés pour bâtir aujourd'hui ne tiennent pas compte de l'environnement et même de la nature. Du climat également. Parce que à aucun moment, on a des éléments parlant des matériaux qui repoussent, que ce soit les insectes, les rongeurs et même les reptiles. Alors qu'il me souvient que les matériaux avec lesquels on bâtissait à l'époque ancestrale, on utilisait ces matériaux-là avec certaines fibres qui permettaient naturellement de repousser les reptiles, les rongeurs et même les insectes. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'utiliser les insecticides, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, pour pulvériser ces insecticides qui sont chimiques et qui parfois nous étouffent nous-mêmes.
très nocif. Et comme vous l'avez si bien souligné, pour ce qui est des matériaux, les matériaux ne... C'est vrai qu'on va parler souvent de matériaux écologiques. C'est vrai que le béton pourrait être un matériau écologique. C'est vrai, c'est une possibilité. Maintenant, ce que nous utilisons à l'heure actuelle, est-ce que c'est produit sur place? Pour que ça soit écologique, il faut que ce matériau soit le moins possible transformé. Parce que sa transformation crée une certaine pollution et ça crée en fait un déséquilibre au niveau de l'environnement. Maintenant, concernant les... Par exemple, si on prend les agglos de ciment, on va se rendre compte que c'est pas approprié. C'est pas approprié dans notre écosystème parce que ça, il fait chaud, ça accroît la chaleur, ça accroît, et même au niveau des pavés qu'on utilise un peu de partout, bien du goudron comme un peu de partout. Vous allez vous rendre compte que les rues qui sont recouvertes de pavés, c'est moins chaud que les rues qui sont recouvertes de bitume. Justement. Et vous allez rendre compte où c'est avec des terres, c'est plus agréable à circuler. Donc ça veut dire l'objectif principal, c'est pas forcément de prendre un matériau et de le mettre quelque part, mais l'objectif c'est de savoir où on le met, pourquoi on le met et quel peut être l'impact. Maintenant, par rapport aux agglos de ciment par exemple, vous allez vous rendre compte quand il fait chaud à Douala, c'est terrible parce qu'on surchauffe. La tôle qui sont sur nos différentes habitations, Douala suffoque même. ça suffoque. C'est terrible, sans compter la densification. C'est un peu comme si vous venez densifier un espace qui de temps à autre doit prendre un volume d'eau assez important. On détruit les mangroves, on s'installe anarchiquement et après on se plaint des inondations. Après on se plaint de la chaleur. Dans une ville avec une pluviométrie assez forte ou assez, pour ne pas dire assez intéressante. Donc, quand on fait maintenant cette observation, on va se rendre compte que les matériaux utilisés ne répondent pas aux besoins. Or, il y a bien de matériaux qui peuvent être utilisés et plusieurs techniques constructives qui peuvent également être mises sur pied ou bien du moins réinventées, d'où on peut encore se réapproprier pour pouvoir répondre aux besoins de manière spécifique et en respectant notre espace de vie et créer un certain équilibre ou harmonie entre les espaces bâtis et les espaces sur lesquels on bâtit. D'accord. En tant qu'architecte et éco-entrepreneur travaillant sur les matériaux biosourcés, quels sont les savoirs ou alors les techniques locales que l'on pourrait réhabiliter aujourd'hui pour construire autrement dans les sociétés de Kama? Bon, déjà, il en existe plusieurs. Quand on parle des techniques de construction en terre crue, comme la dope, le pisé, le torchis, qu'on appelle habituellement, vulgairement ici au Cameroun, le topo-topo. C'est-à-dire la terre pilée avec les pieds. Tout ça. Il y a plusieurs techniques ancestrales qui peuvent être utilisées. Il y a des techniques de pierre, construction en terre de pierre, en pierre sèche, qu'on voit très souvent dans les fondations à l'Ouest Cameroun, par exemple, à Bangwa, où il y a beaucoup de pierres, pour ne pas faire. Pour citer ce cas, par exemple. À Bouddha également, et même à Bazou, exactement. à Bamanté. Donc, il y a ces différents endroits là où il y a beaucoup de matériaux. Il faut simplement faire avec ces différents matériaux, réinventer ou du moins remettre au jour ces différentes techniques. Parce qu'elles sont toujours là, peut-être pas assez préservées, peut-être pas assez transmises. Il y a peut-être cette rupture, ce lien qui n'est plus assez intense, cette transmission de connaissances qui n'est plus assez intense. Mais toutefois, il y a des techniques de construction comme celle-là qui peuvent nous permettre de construire nos habitats de manière décente. Maintenant, les technologies sont là, les matériaux sont là. Nous avons la possibilité de bâtir des édifices avec du bois assez intéressant sur plusieurs niveaux qui tiennent parce que nos forêts regorgent de bois, nos forêts regorgent de bambou. Oui, le bambou qui est un matériau biosourcé assez intéressant, assez résistant et qui peut entrer dans le béton armé. Ah, d'accord. Exactement. C'est utilisé comme à la place du fer. C'est utilisé comme à la place du fer. C'est un matériau assez important. Et ça tient. Et ça tient. Ça alors? On peut même faire des piliers sans tout. On peut faire des piliers de construction, des poteaux, pour ne pas dire des poteaux, avec du bambou. Et ça tient. On peut faire on va dire des cloisons. On peut faire plusieurs éléments. En fait, le bambou, c'est de l'or vert. Ça peut être transformé dans plusieurs aspects. Et vous savez déjà qu'on a par exemple le raffia, qui est aussi utilisé, qui peut servir à construire. Nos différents habits, à décorer. Et vous savez que la richesse architecturale chez nous ici a aussi un aspect décoratif. Quand on vient dans une chefferie,
à l'ouest de Cameroun, tout est sculpté. Que ce soit au niveau du mobilier, que ce soit au niveau des piliers ornementaux, des portes, tout est sculpté. Justement. Il y a un langage qui est transmis, une communication qui est véhiculée en fonction du lieu, du bâti, de celui qui vit dans ces espaces et sa fonction. Il y a tous ces langages-là. Et ces différents matériaux que nous avons peuvent nous permettre de bâtir toujours dans ce sens-là. Il y a l'abondance. Et maintenant, concernant, comment on va dire, s'il faut revenir à cette technique de construction-là, elles sont très variées. Qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, il y a des techniques qui sont toujours assez intéressantes et qui peuvent être remis au jour, qui peuvent être mis à des échelles différentes. C'est pas pour dire qu'on va mettre des côtés ce qui se fait, ou bien totalement le verre, l'acier et tout. Non, on va pas mettre ça des côtés. Quand on parle de Méoué, on parle de villes métallurgiques assez avancées. Ça veut dire forcément l'utilisation du fer se faisait. Donc ça veut dire nous avons toujours la possibilité d'utiliser ces matériaux. Mais maintenant, on dit il faut consommer ce qu'on produit. Ça veut dire simplement quoi? Il faudrait que si le fer qui est scrambalam doit être transformé au Cameroun et servir le bâti du Cameroun. Là, on n'a pas de problème majeur parce que là, on sait que c'est un matériau qui, on va dire, écologique. Parce que le fer, il est sur place, la transformation est sur place. Ça ne nécessite pas une extraction de fer ici, un enrichissement à des milliers de kilomètres, une transformation ailleurs et pour revenir ici avec. Donc, tous ces transports, cette pollution, ça crée de la pollution. Toute cette échelle-là crée de la pollution. Donc, il faut raccourcir le plus parce que l'impact de l'homme aura toujours l'action de l'homme aura toujours un impact sur son environnement immédiat. Mais là, il faut avoir des choix plus justes. Il faut penser des solutions qui sont propres à un contexte spécifique, à un environnement spécifique et aux ressources disponibles et savoir-faire endogènes. Exactement. Encore que ce n'est pas un fait du hasard si nous avons ces ressources naturelles sur notre sol, tout simplement. Alors nous allons bientôt, frère Ngoumeni, nous allons bientôt sortir de cette émission très intéressante. Alors selon toi, est-il possible de concilier modernité, urbanisation et identité culturelle africaine? Autrement dit, peut-on développer nos villes sans perdre les principes fondamentaux qui structurent autrefois nos espaces de vie? Excellente question. C'est possible. C'est possible parce que par le passé, nous l'avons fait. Nous avons eu des habitats, des villes qui répondaient aux besoins présents de ces populations, qui respectaient au mieux la nature et qui sont restés pendant longtemps et qui aujourd'hui constituent des patrimoines, que ce soit à Zanzibar, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Maintenant, par rapport à nos réalités présentes, il faut premièrement que la planification et l'organisation de nos villes tiennent en compte nos réalités. Ça, c'est la première des choses. Il faut construire de manière à respecter et à comprendre le milieu géophysique dans lequel on se trouve. Ça veut dire le parcours du soleil, tous ces différents éléments, les pluviométries, le rapport entre l'homme et les espaces, le relief même, la nature du sol. Donc, tous ces différents éléments-là doivent être mis sur pied. On ne doit pas forcément importer des bâtiments ou des édifices qu'on voit à l'étranger et venir simplement les positionner ici. Donc, ça, c'est l'une des choses qu'il faut faire. Il faut intégrer, en fait, les communautés dans le principe de planification et de construction. On voit au Burkina Faso Mebo, où on invite des populations de participer de manière active à la construction de leur ville. C'est super intéressant. Maintenant, au niveau de la planification, ça veut dire qu'il faut intégrer les responsables ou bien les porte-parole, ou du moins les responsables des communautés, les inviter à la table des décideurs, des organisateurs, afin que quand on se trouve par exemple en Gambetika, on dit le marché qu'on veut faire en Gambetika, c'est pour telle population qui vit de telle activité, qui se comporte d'une certaine manière, qui ont certaines réalités. Et que dans ce processus de mise en application de cette réponse architecturale ou bien urbanistique, on tient compte de leur réalité et de leur manière de vivre. Et maintenant, au niveau du principe au niveau de la construction, on tient aussi compte des ressources disponibles.
Et ça va faire en sorte que ça crée une certaine économie d'échelle au lieu où on implante de projets. Maintenant, s'il faut revenir au niveau des... Il faudrait aussi que les matériaux, l'accent sur les matériaux, soit quelque chose de capital. Parce que là, les matériaux ont une place assez importante. Très souvent, dans nos projets architecturaux, on se rend compte que 70%, c'est peut-être exagéré, du budget va dans les matériaux de construction. C'est énorme. Et quand on parle de pollution à l'échelle du monde, le secteur du bâti a une part très importante. Et quand on entre dans cette part très importante, on va se rendre compte que c'est la production et la transformation des matériaux qui est le principal production ou bien pollueur, s'il faut dire comme ça. Donc il y a tellement de choses à régler au niveau. C'est vrai qu'au Cameroun, des missions comme la Mipromalo sont mises sur pied et plusieurs autres, que ce soit des particuliers ou bien des organismes privés, parapublics et autres, sont mis sur pied pour pouvoir accompagner cette dynamique-là. Toutefois, il est important de sensibiliser davantage, de former, d'outiller et surtout de créer des plateformes de discussion où les chercheurs, les jeunes architectes ou bien les seniors architectes, urbanistes, décideurs, ingénieurs seront mis ensemble. Pas forcément pour hiérarchiser une profession par rapport à une autre. C'est aussi ça l'individualisme. On dit telle corporation prime. C'est pas pour dire que les autres sont moins importants. Il faudrait que de l'urbaniste, architecte, ingénieur, maçon, artisan, qu'on crée une synergie pour que nos espaces de vie répondent à des besoins en ayant une idéologie, un paradigme bien spécifique. D'accord. C'est capital. D'accord. Pour terminer, frère, quelles pistes concrètes, justement, tu as commencé même déjà à répondre à cette question, quelles pistes concrètes pourraient être envisagées pour repenser l'urbanisme dans les sociétés de Kama, notamment au niveau des matériaux et autres? Est-ce qu'il ne faut pas faire un plaidoyer auprès de nos décideurs pour que cela, justement, prenne en compte ce nouveau modèle ou alors ce modèle qui a toujours été le nôtre en fonction de l'espace de chaque communauté, pour ne prendre que l'exemple d'un pays comme le Cameroun? Pistes concrètes pourraient être envisagées pour repenser l'urbanisme dans nos sociétés. Exactement. Je crois qu'il y a un ministère en charge au Cameroun. Il y a des intellectuels, des architectes, des urbanistes qui travaillent. Et il est très important que tous ensemble, on crée une sorte de synergie. Il faudrait que les initiatives prises comme pour un retour aux sources puissent être développées un peu de partout pour que ce même discours de sensibilisation puisse aussi être efficace. Il faut également que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les populations soient intégrées dans le processus de planification et de construction de leurs espaces de vie. Et il faut surtout que les matériaux, l'utilisation des matériaux, que des réglementations soient assez pointues et l'encadrent, afin que nous puissions au maximum utiliser les matériaux locaux. Cela va permettre une certaine amélioration du confort bâti au travers de la qualité du matériau, parce que si on prend le tas de la brique, on va se rendre compte qu'elle est merveilleuse. Et aussi de faire en sorte que les gens puissent avoir une certaine fierté de construire avec des matériaux qui sont dans leur environnement. Il faut déconstruire ces différents discours qui ont fait en sorte que les gens se désintéressent ou bien voient en certains matériaux ce qui est pauvre, quelque chose de pauvre, de pas utile. Donc il faut déconstruire ça, il faut planifier en tenant compte de la réalité. Il faut observer davantage la nature, pour ne pas dire implémenter les fractales. Implémenter les fractales, c'est-à-dire la répétition du même motif, un peu comme on voit sur ta tenue, un peu également comme on voit sur ma tenue. Exactement. Merci infiniment, frère, d'être venu pour la toute première sur les antennes de Kemet Télévision. J'ose croire que tu t'es senti à l'aise tout au long de l'émission. Alors déjà, gratitude pour le verre d'Odontol. C'était magnifique. Je suis certain que ça sort d'une raffinerie assez intéressante. Exactement. Où on fait du bon travail, du bon Odontol. Et j'aimerais bien revenir ici et partager avec vous, échanger sur différentes thématiques. Et une fois de plus, nous tenons à dire merci, notre précieuse, immense gratitude, à Kemet TV, qui ne cesse de nous accompagner, qui déjà nous accompagne depuis l'organisation de plusieurs événements du Nouvel An. Exactement. Et de plusieurs autres activités de partenariat et autres. Nous vous disons immensément gratitude, merci. Et nous restons assez
ouvert à de prochains échanges sur les différentes thématiques que vous aurez à nous proposer. Voilà. Kemet Télévision également par ma voix dit merci, remercier également Retour aux sources pour le travail que cette association mène pour la renaissance africaine. D'accord. Au terme de cet échange particulièrement enrichissant, nous comprenons que l'urbanisme n'est jamais simplement une question de bâtiment, de route ou d'aménagement de l'espace. Il est aussi le reflet d'une vision du monde, d'une manière d'habiter la terre, d'organiser la communauté et de transmettre une culture. Les transformations urbaines que connaissent aujourd'hui les sociétés de Kama posent donc une question fondamentale. Comment construire l'avenir sans rompre avec les fondements qui ont longtemps structuré nos civilisations? À travers ces éclairages, notre invité, le frère Ngoumeni, nous a rappelé qu'il existe bel et bien des alternatives, des approches capables de concilier modernité, respect de l'environnement, intelligence des matériaux et héritage des savoirs ancestraux. Repenser la ville africaine ne signifie pas revenir en arrière, mais plutôt s'appuyer sur nos propres ressources, nos connaissances et notre rapport à la nature pour imaginer des espaces de vie plus équilibrés et plus durables. Nous adressons donc nos sincères remerciements une fois de plus au frère Ngoumeni pour la clarté de ses analyses, la pertinence de ses explications et la qualité de sa contribution à cette réflexion. Nos remerciements également, je vais me répéter, vont à l'endroit de l'association Retour aux sources qui œuvre avec constance pour la valorisation des savoirs, de l'histoire et des perspectives de renaissance des Kama. Un travail porté avec dynamisme par son président, Meyanga Mich Eyeka, dont l'engagement contribue à nourrir ce type de débat essentiel pour notre avenir collectif. Merci à vous qui nous avez suivis. Et nous souvenons-nous d'une chose essentielle, la manière dont un peuple construit ses villes révèle toujours la manière dont il pense sa civilisation et prépare son futur. 3 fois au tête à vous tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Sagesse Camille, toujours et toujours avec le même plaisir et encore sur les antennes de Kemet